Merci, M. Champagne. Merci à Chloé et Roxane de Loisirs Sport Montérégie de l'invitation. Puis merci à vous d'être là. Bonsoir à vous tous et toutes. J'ai le goût de vous dire bienvenue à cette conférence qui n'est pas une conférence. Et là, je vois Roxane et sa sœur qui font « Mais non, c'est une conférence, c'est une conférence. » Non, c'est pas tout à fait une conférence. Je vais vous dire pourquoi. On a tous notre propre définition de ce que c'est qu'une conférence ou de ce que c'est qu'un conférencier. Puis je pense qu'on ne s'obstinera pas là-dessus. Je pense qu'on a la même. Sauf que c'est une petite bébite personnelle. Pour moi, une conférence, c'est, exemple, Hubert Reeves, qui vient au cégep de Sorel-Tracy, comme ça a été le cas il y a quelques années, qui est venu donner 2 conférences dans la même journée d'une sommité internationale en astronomie, qui est venu parler et nous élever vers le haut, puis nous informer de choses qu'on ne connaît pas. Alors, pour moi, un conférencier et une conférence, c'est ça. Alors, vous vous doutez bien que quand les gens de Loisirs Sport Montérégie m'ont appelé, bien, comme vous, j'ai ri un peu. Tu sais, j'ai fait une conférence, ouais. Alors, sans jouer sur les mots, disons que les prochains 20-25 minutes, peut-être 30, bien, voyez plus ça comme un partage d'expérience sur l'engagement. Mon parcours au collégial et mon parcours professionnel m'a choyé. J'ai été témoin d'engagement. Je suis au centre de ce qu'on appelle l'engagement au quotidien. Alors, je pense que je suis bien placé pour vous en parler. Et donc, les prochains 20 à 30 minutes maximum, bien, c'est un partage d'expérience que je vais assaisonner, disons, de quelques observations. Un fait scientifique, et peut-être de quelques opinions à gauche et à droite. Mais globalement, c'est ce qu'on va faire pour les prochaines minutes ensemble, c'est se parler d'engagement. C'est paradoxal parce que vous parlez d'engagement, je suis à l'aise de le faire. En même temps, ce n'est pas nécessairement évident de parler d'engagement. Ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas une science tout court, l'engagement, c'est un acte qu'on pose. Donc, ce n'est pas une science. Alors, on parle de quoi lorsqu'on parle d'engagement? C'est pas évident. Alors, c'est pas nécessairement facile. Mais si je suis à l'aise de vous en parler, si je n'avais pas été à l'aise, bien évidemment que j'aurais dit à Roxane, merci quand même, je vais passer mon tour. Mais si je suis à l'aise de vous en parler, c'est pour 2 raisons principales. Comme je le disais tantôt, puis là, je vais élaborer un petit peu plus là-dessus. 2 raisons principales. Mon parcours d'étudiant au collégial et ma job actuelle. C'est ce qui fait que je suis à l'aise de vous parler d'engagement. Mon parcours d'étudiant, bien écoutez, je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus, ce n'est pas le but de la soirée, mais il faut absolument que je vous en parle pour que vous compreniez le lien. Je suis arrivé au cégep, après mes études au secondaire, sans savoir ce qu'était un cégep, vraiment. Et je ne savais surtout pas ce que je voulais faire dans la vie. Vraiment, mais vraiment pas. Des choses qui m'intéressaient, puis il y a beaucoup de choses qui ne m'intéressaient pas, mais je suis arrivé au cégep sans idée précise. Mais c'est là, au cégep, que j'ai découvert que les cégeps avaient été faits et pensés ainsi. C'est-à-dire qu'au cégep, il n'y a pas seulement des cours. Au cégep, il y a du temps pour s'engager. Mais ça, ce n'est pas nécessairement annoncé, ce n'est pas publicisé, c'est fait comme ça. Ça a été pensé comme ça et c'est brillant comme idée parce qu'il faut savoir que ça date de la Révolution tranquille. Suite au rapport Parent, il y a des gens qui ont dit non, on va faire un entre-deux, entre le secondaire et l'université ou entre le secondaire et le marché du travail. Ça va s'appeler des cégeps, puis ça va être 2 ans ou 3 ans. Et pendant ces études-là, pendant ce passage-là, les jeunes vont pouvoir non seulement étudier, mais ils vont pouvoir vivre des passions et faire un paquet d'affaires. Il fallait être visionnaire, c'est hyper brillant. Mais ce n'est pas nécessairement connu, c'est pas d'emblée ça. Un cégep, c'est des cours, puis mon jeune est allé là, puis il a fait une technique, puis aujourd'hui il travaille en génie mécanique, puis ma fille a fait sciences nature, puis là elle est rendue en médecine ou en soins infirmiers, puis et c'est correct comme ça. Mais les cégeps ont été pensés, comme je vous le disais, pour que les jeunes qui sont en quête identitaire se trouvent des passions, des projets,
et s'engagent. Alors, les cégeps ont des budgets pour ça et ils ont des ressources pour ça et il y a une foule d'activités récurrentes ou pas sur appel de projet et ça donne la possibilité aux jeunes de s'impliquer. Et c'est ce que j'ai découvert, moi, pendant mon passage au collégial. Ça m'a pris un certain temps. J'aimerais ça vous dire quelques jours, voire quelques semaines, mais malheureusement, ça a pris à peu près 1 an et demi avant que je découvre qu'on pouvait s'engager. Et je me suis engagé solide. On a lancé une revue littéraire, je me suis impliqué d'aplomb dans la radio étudiante. Et c'est pas banal parce que c'est là que j'ai commencé à avoir du plaisir à aller à l'école. Ça a eu des effets sur mes résultats scolaires, évidemment, mais ça a surtout eu un effet sur moi. J'ai commencé à me découvrir, à voir qui j'étais, c'était quoi mes forces, puis qu'est-ce que j'aimais. Alors, c'est à travers l'engagement que j'ai découvert ça. C'est là aussi où j'ai découvert la personne qui était conseillère à la vie étudiante au cégep de Sorel-Tracy à ce moment-là, Michel Leclerc. Et j'étais à peu près tout aussi souvent dans son bureau que dans les classes, à suivre mes cours. Et c'est comme ça que j'ai appris que s'engager, c'était une option, mais une option qui était, dans mon cas, et c'est pas mal le cas de bien des étudiants, puis vous allez avoir des témoignages un peu plus tard ce soir, mais c'est une option qui est complètement gagnante. Alors, pour vous parler d'engagement, je peux vous dire que je l'ai vécu comme étudiant. Et quel drôle de hasard, mon parcours professionnel m'a mené au cégep de Sorel-Tracy. J'ai un parcours professionnel qui est absolument pas linéaire. J'ai fait un tas de choses, puis j'ai travaillé en radio, puis j'ai été en commerce, puis je suis revenu en radio, puis j'ai abouti en 2003 à la direction générale de la fondation du cégep de Sorel-Tracy. Puis je me suis fait la main, puis je trouvais l'environnement intéressant. Puis à la Fondation, quelques années plus tard, c'est ouvert un 3 jours à temps partiel, donc en communication. J'avais un petit peu étudié en communication à l'université, un peu, mais j'avais surtout des aptitudes. Bref, je les ai mis à profit, puis j'ai travaillé en communication. Et en 2010, le même Michel Leclerc, dont je vous parlais tout à l'heure, qui était conseiller à la vie étudiante quand j'étais étudiant, après 34 ans au service du cégep de Sorel-Tracy, évidemment, prend sa retraite. Alors moi, j'ai fait « Oh, un peu. Je la connais, sa job. Je la comprends, sa job. Je la veux, sa job. » Alors, et étant donné que je travaillais aux communications, on fait partie des professionnels du système d'éducation et conseiller à la vie étudiante, c'est aussi un professionnel. Alors, étant dans le même corps de métier, j'avais, disons, une option sur ce poste-là et finalement, j'ai eu la job. Alors, c'est un très beau hasard, évidemment. Je me suis engagé comme étudiant et en 2010, je me retrouve à avoir le poste de Michel Leclerc. Alors, quand je me rappelle la première journée où je suis... Excusez. La première journée où je suis rentré dans le bureau, ouais. La première journée que je suis rentré dans le bureau, j'ai fait « Oh boy, si je le fais bien, je vais avoir le même effet sur les étudiants que Michel a eu sur moi. » Excusez encore. Mais bref, tout ça est un parcours, en tout cas, je me trouve choyé. Alors, c'est pour ça que l'engagement est au cœur de tout ça. Et si je suis en mesure de vous dire que l'engagement, c'est important, je pense avoir avec une certaine crédibilité à travers l'expérience que j'ai vécue. Je vous ai parlé donc de mon parcours d'étudiant, de mon parcours qui m'a mené à la job actuelle. Cette job-là, écoutez, c'est pas compliqué, c'est que j'accompagne au quotidien des gars et des filles qui veulent s'engager. Alors, évidemment qu'on s'engage quand on est passionné, quand on s'engage par conviction, on s'engage par plaisir, on s'engage surtout pas par obligation, surtout pas. Et c'est ce que je ne fais pas, puis c'est pas ça ma job. On ne force pas des étudiants à faire des choses, c'est qu'on est là
à offrir des choses ou la porte ouverte à les écouter parce qu'ils ont, eux, des projets. Alors, c'est mon quotidien. Mon quotidien, c'est de les encadrer, de les écouter, de les appuyer dans leur démarche. Alors, c'est ce que je fais depuis 2010 avec des gars et des filles qui s'engagent tantôt dans la troupe de danse, tantôt dans la troupe de théâtre, en improvisation, à Cégep en spectacle, dans des concours scientifiques, dans mettez-en, je pourrais vous en parler pendant bien longtemps, mais je pense que vous voyez le portrait. C'est la plupart du temps du parascolaire, des fois c'est du périscolaire, c'est des activités en lien avec leur cours, mais ils ne sont pas plus obligés, là. Les étudiants qui, dans un cours de politique, se font parler du forum étudiant qui a lieu à Québec en janvier de chaque année, qui est une simulation des travaux à l'Assemblée nationale. C'est pas parce qu'ils sont en politique qu'ils s'en font parler qu'ils sont obligés d'y aller. Mais il y en a qui font « Oh, c'est un peu là, je pense que ça m'intéresse ça. » Mais ils vont. C'est sur une base volontaire. Alors, c'est la beauté de ma job, je le dis souvent, j'ai la plus belle job au monde parce que j'accompagne des étudiants qui se découvrent, qui se trouvent, qui ont trouvé leur identité, leur passion, puis je les vois, évidemment, que je les vois grandir puis vieillir. Je les vois changer. Puis la plupart, bien, je les revois quelques années après. Puis il y en a qui sont ici, Marc-André, Finch. Finch, c'est son surnom, imaginez. Alexandre qui est là. Merci beaucoup. Je vais prendre une gorgée d'eau, c'est permis. Pardon. Alors donc c'est ça la beauté de l'affaire, c'est que on accompagne ces jeunes-là qui, j'imagine, comme moi, sont arrivés au cégep sans savoir vraiment qu'il y avait des activités, puis qu'il y avait ces possibilités-là. Mais je suis à même de constater les bienfaits de l'engagement, notamment, évidemment, on peut parler d'engagement de l'engagement bénévole à la ville, des adultes qui vont s'impliquer bénévolement dans des différents organismes ou différentes causes. Et c'est tout aussi vrai, mais moi, ce que je suis en mesure de vous confirmer, de vous témoigner, c'est des bienfaits de l'engagement chez des jeunes qui sont en quête identitaire et qui deviennent de jeunes adultes et qui préparent leur venue sur le marché du travail puis dans le monde adulte. C'est incroyable ce que l'engagement fait pour eux. Je vous disais tantôt que j'ai un fait scientifique à vous donner sur l'engagement, outre le reste qui peut être des opinions ou des observations. Il y a le sociologue Jacques Roy qui, je vais vous dire, enseignait, il enseigne peut-être encore, mais il enseignait à l'Université Laval en sociologie. Il a fait une étude au milieu des années 2000, je pense en 2004 ou 2005. Je présume que 14, 15 ans plus tard, c'est encore le cas. Mais bref, en 2004-2005, M. Roy a fait une étude exhaustive, crédible, documentée, qui est très bien connue dans le milieu de l'éducation, sur l'impact de l'engagement étudiant sur la réussite éducative et sur la réussite scolaire. Et je vous fais un vulgaire résumé. Ses conclusions, c'est que des étudiants qui s'engagent dans des activités réussissent mieux que des étudiants qui ne s'engagent pas. Évidemment, on connaît tous quelqu'un qui réussit très bien puis qui ne s'engage pas. L'un n'empêche pas l'autre. Mais sa conclusion est assez claire. Lorsqu'on s'engage au collégial, on réussit mieux ses études que ceux qui ne s'engagent pas. Alors, c'est quand même pas banal. Je vous ai dit que j'accompagnais et que j'accompagne, en fait, au quotidien des étudiants qui s'impliquent dans une foule d'activités. Puis il y en a une que je n'ai pas mentionnée, parce que c'est avec cet exemple-là que je vais terminer ma présentation, mais elle est pas terminée, mais c'est avec ça qu'on va surfer jusqu'à la fin. Et ça, ça fait aussi partie de la beauté de l'affaire, comme je le disais. Quand je suis arrivé en 2010, je voulais, comment dire, quand on arrive déjà à un poste qu'on est content d'avoir et qu'on comprend, bien comprendre son rôle, c'est important.
Alors, je voulais être là pour les étudiants, je voulais répondre à leurs besoins, je voulais que des activités connues fonctionnent, je voulais être à l'écoute de nouveaux projets offerts par les étudiants. Et en même temps, comprenez bien, là, je m'étais mis comme objectif là, très nuancé, très subtil, de juste essayer de flairer une opportunité, juste de voir quelque chose qui passerait, puis qui m'allumerait, puis qui pourrait être tellement bénéfique pour les étudiants, sans savoir, mais vraiment pas, là, un, si ça allait arriver, et deux, si quelque chose allait se présenter. Mais, tu sais, quand on n'est pas dans ce mode-là, des fois, il passe des affaires, puis tu les vois même pas, parce que tu n'es pas dans ce mode-là. Tu es comme ça, là, puis... Mais quand tu es ouvert, quand tu as cette sensibilité-là, puis que tu t'es offert cette sensibilité-là, bien, des fois, il passe des affaires, puis, oups, t'en as un peu. Et aujourd'hui, j'ai trouvé le document. Oui. Je pouvais, genre, je ne viens pas que je l'ai trouvé, parce que, en tout cas, pour quiconque entre dans mon bureau, il fait haïr. Mais c'est ça. Moi, je me reconnais dans mon désordre. Puis les fiches sont là, puis 2010, 2011, puis bref, j'ai vu 2010, 2011, j'ai dit peut-être qu'il est là, puis je l'ai trouvé, j'étais bien crampé et un petit peu fier. En 2010, donc, j'étais ouvert aux opportunités, puis j'essayais de sentir s'il allait se présenter quelque chose. Je reçois du courrier ordinaire, cliché, banal, et il y avait une grande enveloppe d'Oxfam. Puis je fais « Ah, Oxfam, ça me dit quelque chose, tu sais, je connais ça, un organisme international, il me semble que c'est réduire la pauvreté, ou en tout cas, c'est altruiste, c'est clair, là, Oxfam, là, c'est d'aider. » Bon, j'ouvre l'enveloppe, puis je me mets à regarder ça, et il y avait des papiers, puis il y avait une lettre et tout ça, mais il y avait ce carton-là. Puis à un moment donné, je lis « Investissez votre cégep d'une mission Magasin du Monde. » Là, c'est écrit « Créez un Magasin du Monde dans votre cégep et instituez d'équité, de justice et de solidarité, avec le projet Magasin du Monde. » Puis j'ai fait « Ah! » Ça n'en dit pas beaucoup, mais ça m'a intrigué. Alors, j'ai dit, bien, je vais appeler. Alors, j'appelle chez Oxfam et on me dit, « Ah, ben oui, c'est une couple d'années, puis on a ça dans les écoles secondaires, puis ça va très bien. » Bien, je dis, on est prêts. Nous autres, là, on va lancer ça au cégep. Elle fait, « Oh, bien, c'est parce que, ouais, ben, c'est parce qu'elle dit notre comment dire, notre cahier de charge est fait pour le secondaire, puis, tu sais, bien, j'ai fait, on va en faire un cahier de charge, mais j'ai dit, c'est clair qu'on va, j'ai dit, il n'y a pas plus, en ayant eu plus d'informations sur ce que c'était, j'ai fait, bien, il n'y a pas plus collégial que ce projet-là. J'ai dit, ça n'a aucun sens. J'ai dit, je vois des liens avec plein de cours. J'ai dit, c'est Magasin du Monde et le commerce équitable, c'est de la politique, c'est de l'économie, c'est de la sociologie, et puis j'en passe, là. Fait que j'ai dit, non, j'ai dit, il faut lancer ça. Bien, elle dit, vous allez devenir notre projet pilote. Bien, j'ai dit, c'est en plein ça. J'ai dit, on va devenir votre projet pilote, puis on va le lancer. Alors là, j'ai dit, OK. J'ai dit, bon, comment on s'organise? Évidemment, c'est pour moi moi, je vais encadrer des étudiants qui veulent le lancer. Alors, je dis, OK, j'envoie un message à... J'ai pas besoin de ça, finalement. J'envoie un message à deux enseignantes, un enseignant et une enseignante, lui expliquant dans quoi j'avais engagé le cégep, dans quoi on était engagé. Il n'y avait pas d'obligation, mais c'est un projet qu'on tente de lancer. Et puis, je lui explique ce que c'est. J'ai dit, peux-tu ou voulez-vous en parler dans un ou certains de vos groupes? Puis, vous pouvez me les référer, puis on verra ce que ça donne. Eh bien, ça n'a pas pris une semaine qu'ils se présentent à ma porte en même temps. 4-5 gorlots
si vous me passez l'expression. 4-5 étudiants, mais tout à fait à leur place, là. Je dis des gorlots parce que je les aime, puis ils sont effectivement drôles, puis critiques et allumés. Mais je ne les connaissais pas à l'époque. Ils sont arrivés dans mon bureau, ils ont fait « Hey, c'est toi, notre prof qui nous a parlé du Magasin du Monde, là. On est là, nous autres. » Puis ça a commencé comme ça. Je les ai rencontrés, on s'est fait une réunion et on s'est fait un plan de match. Et vous avez là la photo du tout premier kiosque d'infos du groupe Magasin du Monde. OK? Il faut savoir que le Magasin du Monde, évidemment, ce n'était pas dès le départ un magasin. Pas plus qu'aujourd'hui, on a un magasin, mais ce n'est pas moins un groupe d'information puis de sensibilisation sur le commerce équitable. Alors, quand ça a commencé, bien, ce n'était qu'un groupe qui, une fois par mois à peu près, une fois aux 5-6 semaines, mettons, faisait un kiosque dans le corridor au cégep où on avait un portable, on montrait une vidéo qui donnait des informations sur le commerce équitable. Marc-André était allé acheter, parce qu'on n'avait pas de magasin. Il y avait au métro un petit peu de chocolat équitable. On allait acheter ça, on les cassait en morceaux, on faisait goûter, on attirait les gens avec du chocolat, puis là, on leur parlait de commerce équitable. Puis Dieu sait qu'on peut parler de commerce équitable. S'il y a du commerce équitable, ça sous-entend qu'il y a du commerce qui n'est pas équitable. On leur disait notamment, savez-vous que parmi les produits les plus consommés au monde, il y a le sucre, il y a le café et il y a le chocolat. Et en Europe et en Amérique, ils s'en consomment beaucoup. Fait qu'on serait en droit de se dire, hey, les pays qui ont ça au sud, là, qui vendent du chocolat, puis qui ont le café, puis le chocolat, puis tout ça, là, hey, doivent-ils être riches, ces pays-là, tu sais, hein? Curieusement, ce n'est pas le cas du tout. Ben non, parce que ils sont un peu pas mal contrôlés et exploités par le système actuel. Alors, c'est ce qu'on disait, entre autres. On avait tout un argumentaire de préparer. Les jeunes avaient un argumentaire de préparer. Et ils faisaient ça une fois une fois aux 5-6 semaines, juste assez souvent pour que les étudiants et les membres du personnel se rappellent. Puis on revenait 5-6 semaines plus tard avec essentiellement le même contenu, mais on avait ajouté des petites affaires, puis on avait toujours du chocolat à donner. Alors ça, c'est le tout premier kiosque d'information, donc avec 4 étudiants et une étudiante. Ça a fait son petit bonhomme de chemin, un kiosque d'information aux 5-6 semaines pendant la session hiver 2011. Évidemment, au mois de mai, tout ça se termine. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des étudiants et étudiantes engagés dans le projet n'étaient pas définissants, donc on les revoyait à la session automne. Alors, on a recommencé à la session automne à faire des kiosques, mais là, j'ai senti assez rapidement, les étudiants me l'ont dit, ils ont dit « OK, on va juste en faire 1 ou 2 pour reprendre le beat, là, parce que pendant l'été, on n'était pas là, puis là, il y a plein de nouveaux étudiants, fait qu'il faut... Mais là, on est mûr pour le magasin, là. Ça va prendre un magasin. » Alors, j'ai fait « OK, on continue nos kiosques, mais j'entame des discussions avec la direction, puis ce serait le fun d'ouvrir un magasin le plus tôt possible, mieux tôt que tard. » Et finalement, bien, ça a eu lieu. L'ouverture du magasin a eu lieu le 7 décembre 2011. Coupure du ruban, bref, il y avait beaucoup de monde et en fait, il y a plein de monde en arrière qu'on ne voit pas, mais vraiment, on bloquait littéralement le corridor, les étudiants essayaient de passer, puis ça ne marchait pas. C'était très, très beau souvenir, une très belle ambiance. Donc voilà, jour J, le 7 décembre 2011, le magasin ouvre ses portes. Alors, on continue, on étant les étudiants continuent d'être un groupe de mobilisation, puis de sensibilisation et d'information, mais en plus, c'est qu'au quotidien, il y a un magasin sur l'heure du dîner qui est ouvert et qui vend des produits équitables. Bon. On fait un saut de 5 ans.
sous-entendant que, ben oui, depuis l'ouverture, ben à chaque année, il y a des étudiants qui s'impliquent dans le projet. Et c'est le cas. À chaque année, en 5 ans, il y a des étudiants qui forment le conseil d'administration. À chaque année, il y a des étudiants qui, étant sur le conseil d'administration, continuent de faire de la mobilisation, continuent d'opérer le magasin. Et ce qui a fait en sorte que le Cégep a pu obtenir la désignation Campus équitable. Parce qu'on avait ce groupe-là, parce qu'on avait un magasin, parce qu'il y avait tant de produits équitables disponibles sur le campus, bien, ça a permis au Cégep d'obtenir la désignation Campus équitable, évidemment d'être le premier Cégep du réseau collégial à obtenir une telle désignation. Fait qu'après avoir été les premiers à ouvrir un magasin, bien, on est devenu le premier à obtenir la désignation Campus équitable. On a fait, évidemment, il y a eu une cérémonie, un lancement, puis une des photos que j'ai pu retrouver, bien, c'est celle-ci. Évidemment, à ce moment-là, le député de Richelieu à l'Assemblée nationale, c'était Sylvain Rochon. Puis il y a évidemment, c'est pas tout le groupe qui est là, mais une partie du groupe d'étudiants qui étaient membres du CA du Magasin du Monde à ce moment-là, en 2015-16, sont sur la photo. Là, si vous vous souvenez bien, on a lancé ça en 2011, le magasin a ouvert. On est ouvert depuis 5 ans, on obtient la désignation Campus équitable. Tout roule et tout va, pas nécessairement vite, mais tout va très bien. Forcément, en étant devenu le premier magasin du réseau collégial et le premier cégep à obtenir les désignations, bien là, dans le mouvement canadien équitable, on commence à faire parler de nous. Souvenez-vous, là, les modestes débuts, c'était pas ça l'idée. Tu ne lances pas un projet en disant « on s'en va vers l'infini et plus loin encore », comme dit celui qu'on aime bien. C'est pas ça. C'est lancé pour les bonnes raisons, puis on fait un pas à la fois, mais là, on s'aperçoit que ouais, ça rayonne fort, au point où je reçois un appel de Fairtrade Canada qui est passé par Oxfam. Puis on dit, écoutez, on a la conférence nationale du commerce équitable qui dure 4 jours à Winnipeg en 2016. On aimerait vous voir là, puis on voudrait que des jeunes de votre gang actuelle en 2016 viennent parler à des jeunes du Manitoba et que vous nous partagiez votre expérience sur le commerce équitable, sur l'ouverture de votre magasin, sur votre groupe dans votre école, puis comment vous avez fait ça, puis sur le pouvoir citoyen des jeunes tout court et sur le pouvoir citoyen des jeunes dans le commerce équitable. Puis évidemment, le Oxfam a payé les dépenses, le Fairtrade Canada a payé les dépenses. J'ai dit, on va y aller, mais j'ai dit, c'est pas moi qui va aller seul vous présenter ça. J'ai dit, c'est les étudiants. Ils ont dit, oui, tout à fait. Alors, je suis allé à Winnipeg en 2016 avec, sur la photo, à ma droite, mais à votre gauche, Mohamed Ladi, qui était le président cette année-là, et Lauriane Dansereau. Pour la petite histoire, Mohamed est étudiant actuellement à l'Université de Montréal et Lauriane est étudiante en ce moment à l'Université Laval. Et ils ont effectivement présenté une conférence devant, peut-être pas 100, mais il n'était pas loin, une centaine de jeunes, en anglais. Et ils ont présenté notre projet Magasin du Monde à près d'une centaine de jeunes du secondaire au Manitoba. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que la photo, l'autre photo, c'est qu'un des soirs, il y avait un grand souper assez chic dans une salle du Musée canadien des droits de l'homme à Winnipeg. Si vous passez dans ce coin-là, allez voir ce musée-là, c'est complètement sensationnel. Et on avait un souper ce soir-là à cet endroit-là. Déjà, c'était très intimidant, mais c'était très valorisant. C'était un très beau souper. Et la dame que vous voyez là, c'est la petite-fille de Nelson Mandela. Si je me rappelle bien, son prénom, c'est Tekwini, quelque chose de genre Tekwini Mandela. Alors, on ne s'est pas fait prier. C'est elle qui voulait prendre une photo avec nous. Évidemment, non. Alors, encore là, c'est des beaux souvenirs, mais c'est vous dire comment ce projet-là, d'engagement,
modestement, est devenu ce qu'il est devenu. Puis en 2016, ben voilà, on est allé témoigner de notre expérience là-bas. Ça n'a pas été tout. On figurait dans l'espèce d'horaire de la conférence nationale. Et il y a des gens de l'association étudiante de l'Université de Saint-Boniface qui ont vu ça, puis ont dit « Oh, attendez un peu, là. Un cégep qui est à Winnipeg, à la Conférence nationale du commerce équitable, pourquoi? » Alors, ils ont pris quelques informations, puis ils ont dit « Ah, on aimerait qu'ils viennent nous rencontrer. » Alors, le lendemain, je pense, de notre arrivée à Winnipeg, bien, on est allé rencontrer l'AGE, l'Association générale des étudiants et étudiantes de l'Université de Saint-Boniface. Il faut savoir que Saint-Boniface, c'est comme Sorel et... Saint-Boniface et Winnipeg, c'est comme Sorel et Tracy. C'est séparé par une rivière. Je pense que le maire de Saint-Boniface a les cheveux comme... En tout cas, c'est un spasme. On est allé à l'Université de Saint-Boniface et bien là, on nous voit un peu, là, on voit surtout les gens de l'AGE. Et puis, ben, ils nous ont offert le dîner, puis littéralement, là, encore, ils nous ont demandé qui on était, puis qu'est-ce qu'on avait fait de particulier, puis c'était quoi ça. Puis, alors, on leur a expliqué. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de magasin du monde à l'Université de Saint-Boniface, mais ils ont une politique à travers leur université et le service de cafétéria. Ils ont une politique d'achat local de produits pour la cafétéria, d'achat local, et ils ont en fait une politique d'achat exclusivement équitable pour le sucre, pour le chocolat, le café et le thé et les bananes. Alors, ce n'était pas le cas, mais quand on leur a parlé, puis on leur a dit qu'est-ce qu'on faisait, puis c'était quoi le Magasin du Monde, bien, ils ont dit OK, ils ont pris des notes, puis j'ai su quelques années plus tard qu'il n'y avait pas de Magasin du Monde, mais que l'université était remplie de produits équitables au quotidien à travers le service de cafétéria. Alors, on se faisait souvent dire par les responsables d'Oxfam, le message était surtout destiné aux étudiants, votre engagement n'est pas banal et vous devenez des influenceurs. Puis là, bien, ça, c'en est un exemple. Annuellement, étant donné qu'on est un campus équitable, on doit produire pas un relevé annuel, mais un rapport annuel, pardon. Le rapport annuel que je fais, moi, bien, depuis quelques années, lorsqu'on le dépose, ce rapport-là devient un dépôt de candidature pour les prix canadiens Fairtrade. Ça va comme ça. Tu n'as pas besoin de déposer pour un prix canadien Fairtrade. Ton rapport annuel de campus équitable fait en sorte que tu viennes de déposer sans le savoir. Alors, en 2018, en décembre 2017, j'arrive à mon bureau, j'ouvre mon ordi, j'ai un courriel, félicitations, votre dossier a été retenu et à l'étude pour les prix canadiens Fairtrade. Ah! Fait qu'il n'y a pas de promesse là, mais on me dit qu'il est retenu. Alors, je ne sais pas parmi combien de candidatures et tout ça, mais bon, alors, je laisse ça comme ça. Début janvier, un autre courriel, mais là, j'avais aussi un téléphone. Bien, vous êtes en nomination au Prix canadien Fairtrade dans la catégorie Campus de l'année au Canada. Alors, superbe nouvelle. Et j'apprends qu'on est en nomination contre, c'est un mouvement équitable. Hein? On est en nomination avec l'Université McGill et l'Université Simon Fraser. Et le cégep de Sorel-Tracy. Fait que, sincèrement, juste ça, c'est sensationnel. Tu sais, tu fais, parfait. Mais là, évidemment, il faut se rendre à Vancouver, puis on est en nomination. Tu sais. Alors, je vais voir la directrice générale à l'époque, ça ne fait pas si longtemps, mais Mme Desroches, que vous connaissez, qui a pris sa retraite en mai dernier, on était bien proches, fait que je l'appelais Fabienne. Je dis, Fabienne,
bonne nouvelle, on est en nomination. Elle fait, oh mon Dieu, c'est parce que c'est à Vancouver. C'est quand même une coupe de sous, ça coûte. Elle dit, ouais. Elle dit, as-tu un petit peu de contact? Elle dit, es-tu capable de savoir si on gagne ou pas? Je fais, ouf. Ça c'était Fabienne, tu sais. Ouais. Ben, je peux essayer, mais tu sais. Alors, j'essaie. J'appelle quelqu'un dont je vais garder l'identité. Je dis, écoute, tu es capable de me faire une faveur? On est en nomination. Tu es capable de... Bien, il dit, donne-moi 10 minutes. Il me rappelle. Ce serait le fun que vous soyez là. Hop! Je comprends qu'on gagne. Alors, je vais voir Fabienne. Je dis, t'en parles pas, mais on a gagné. Elle dit, t'as l'argent. Alors, je suis parti avec Alexandre Diotte et Jeanne Lavallée. Alexandre étudie à l'Université de Montréal, Jeanne est à l'Université Laval. En fait, elle est en ce moment en examen. Si elle n'avait pas été en examen, elle serait panéliste, parce qu'elle voulait absolument tenir, mais bon. Fait qu'on se rend à Vancouver, puis on passe un très beau congrès, rencontre plein de monde, on va suivre des formations et tout ça. Et on va à la soirée où il y a la remise de prix. On fait semblant d'être surpris. Et on obtient la désignation, non pas la désignation, mais le titre Campus de l'année gagnant canadien 2017. Puis là, j'ai les gens de Simon Fraser, puis les gens de McGill qui viennent nous voir, puis qui nous félicitent, puis comment ça a parti, puis comment vous avez fait ça. Puis... Fait que c'est un autre très beau souvenir et un autre très beau moment. Magasin du Monde, c'est aussi des conférences qu'on a présentées à travers les années. Pas nécessairement à chaque année, mais une fois de temps en temps. La toute première qu'on a présentée, c'est la conférence d'Éric Saint-Pierre. Peut-être que le nom vous dit quelque chose. C'est un photojournaliste. C'est un pionnier du mouvement équitable au Canada. D'ailleurs, la même année qu'on a gagné à Vancouver, lui a reçu le prix pour l'ensemble de son œuvre dans le commerce équitable la même année. Il a été vraiment d'une grande aide au Magasin du Monde pour le Cégep de Sorel-Tracy. Il y a de très beaux livres, d'ailleurs, qu'il a, puis j'en ai apporté un qu'on va pouvoir donner. Je ne sais pas s'il y a un tirage ou quelque chose, mais c'est Le Tour du monde équitable d'Éric Saint-Pierre, des femmes et des hommes qui sèment l'espoir. C'est un superbe livre. On le vendait au magasin et j'en ai plus. Celui-là, c'est comme on dit dans un concessionnaire automobile, c'est le démo. Mais il est encore très beau. Puis quelqu'un qui va repartir avec ce livre-là tout à l'heure, c'est un très, très beau livre. Donc, Éric est venu donner une conférence au Cégep sur le commerce équitable. On a eu également, pas plus tard qu'en avril dernier, Laure Varidel. Laure Varidel, vous la connaissez peut-être de nom, peut-être de vue. Elle est celle qui a lancé avec Dominique Champagne le Pacte. C'est une sommité en la matière et c'est aussi une pionnière dans le commerce équitable. C'est elle qui a écrit « Acheter, c'est voter ». Un livre très, très bien documenté, très intéressant. Et quand on y pense comme il faut, effectivement, quand on achète, on est complice du produit, on est complice du producteur, on est complice. On vote pour quelque chose quand on achète. Alors, c'est très bon. Donc, elle est venue au Cégep l'année dernière. Ça aussi, c'était un beau moment. On s'est parlé d'engagement et d'étudiants. Bien évidemment, je veux vous montrer les visages. Je ne vais pas vous les nommer un par un, mais ça, c'est la gang de 2011-2012 avec le président Marc-André Jean Montenegro. Et vous vous rappellerez qu'en 2012, c'était la grève étudiante et Marc-André portait ses couleurs. Ça, c'est la gang de 2012-2013 avec le président Alexandre Larouche-Brazeau, alias Finch. Ils sont ici, vous allez les entendre tantôt. Ça, c'est la gang de 2013-2014 et la présidente Anne-Marie Simard, qu'on peut appeler aujourd'hui docteur Anne-Marie Simard, qui est optométriste et qui est revenue dans sa région. Ça, c'est la gang de
14-15, pardon, et la présidente Lauriane Dansereau. La gang de 15-16, avec la présidente Noémie Gouin-Gauthier, qui a terminé l'an passé en technique d'éducation à l'enfance au Cégep. C'est la gang de 16-17 et le président Mohamed Ladi. La gang de 17-18 et la présidente Jeanne Lavallée. La gang de 18-19 et la présidente Charlotte. Et où? Elle est là. La présidente Charlotte Gauthier. Vous lui demanderez tout à l'heure si le fait d'être ma fille a influencé son choix de s'engager dans le magasin et d'être présidente. Elle sera en mesure de vous répondre. On est porté de penser que oui, mais peut-être que non. La gang actuelle, la gang 19-20 et la présidente Molly Tremblay-Lavallée, à ne pas confondre avec Noémie Tremblay-Lavallée, qui est à côté d'elle, et sa sœur jumelle. Là, maintenant, depuis le temps que je vous vois, je vous différencie assez rapidement, mais pour les novices, c'est pas évident. Et vous allez pouvoir entendre Molly tout à l'heure. Alors, ça fait le tour. Je veux absolument vous laisser rapidement avec... là, vous allez dire, oh, c'est cliché, ça, finir avec des citations, là. Hein, des citations de grands penseurs, là, ça c'est bon pour moi, mais vous allez dire, hey, il est hot, lui. Mais non, c'est pas stratégique, c'est vraiment, je trouve, c'est une belle façon de boucler la boucle de cette conférence-là sur l'engagement. Il y a un auteur, en fait, c'est un intellectuel américain qui est linguiste, qui est politologue, qui est philosophe, qui enseigne au Massachusetts Institute of Technology, qui est un dissident américain, mais un homme... en fait, c'est l'intellectuel le plus cité à travers le monde. Son nom, c'est Noam Chomsky. Il a dit tout simplement, lui, en parlant de l'éducation puis de l'école, il a dit, bien, les changements surviennent lorsqu'on décide de passer à l'action. C'est tout. Vous allez dire, ouais, c'est pas grand-chose. Mais non, mais c'est tout simple. Mais il n'y en a pas rajouté pour faire des splits et des feux d'artifice. Les changements surviennent lorsqu'on décide de passer à l'action. Et la dernière citation, et celle-là, elle est particulière parce que c'est un conférencier, un vrai, qui est venu au Cégep de Sorel-Tracy en 2007 ou en 2008. C'est une grande chance parce qu'il connaissait Fabienne Desroches. C'est un intellectuel italien qui enseigne à l'Université Louvain, en France. Il s'appelle Riccardo Petrella. Et quand Riccardo Petrella est venu au Cégep, il a donné une conférence sensationnelle de 90 minutes. J'ai bu ses paroles pendant 1h30, mais j'ai eu la chance de le rencontrer quelques minutes après. Et on a parlé d'éducation. Je lui ai demandé s'il connaissait les cégeps. Il dit « Ah oui, tout à fait. » J'ai dit « Qu'est-ce que vous trouvez que les cégeps ont de particulier, s'ils ont quelque chose de particulier? » Il dit « C'est la capacité pour les étudiants de gérer leur autonomie. Puis c'est aussi leur capacité, puis là, je ne suis pas opportuniste, c'est ce qu'il m'a dit, il dit c'est leur capacité de pouvoir s'engager. Parce que s'engager, puis faire des choses à côté des cours, c'est important. Puis là, il me regardait en voulant dire, bien, et là, il me dit, ouvrez les guillemets, l'école, c'est apprendre à dire bonjour à l'autre. Oh! Je vous laisse là-dessus.